La baisse du courrier, c'est l'événement majeur de ces 10 dernières années à la Poste, donc il faut arriver à compenser ça. Et juste pour bien comprendre, hein, quand moi je suis rentré à la Poste, il y avait 4 grandes branches à la Poste. Il y avait la branche courrier, la branche colis, la branche banque postale, et puis la quatrième branche, c'était l'enseigne, donc la gestion de tous les bureaux de poste. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, les 2 dernières branches sont toujours en place, le réseau et puis la banque postale. Par contre, les 2 premières ont fusionné et s'appellent maintenant non pas courrier-colis, mais service courrier-colis. Donc c'est déjà service qui vient en premier et c'est plus simplement courrier-colis. Et donc ça veut dire derrière, quand on parle de service, on parle tout de suite d'énormément de données. Et puis il y a une nouvelle branche qui est apparue qui s'appelle la branche numérique. Donc je pense que ça en dit long sur la façon dont la Poste aborde ce changement. Le point de départ, hein, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est la baisse du volume du courrier. Donc ça veut dire qu'il va falloir compenser. Alors juste pour expliquer, dans le processus de distribution du courrier, on sait que la partie la plus chère, ce qui coûte le plus cher, c'est le dernier kilomètre. Donc selon les postes du monde, il y a des postes qui font le choix simple de ne plus faire ce dernier kilomètre. Donc par exemple, ils vont choisir un supermarché ou un endroit où ils vont laisser le courrier. Les gens vont venir chercher le courrier à cet endroit-là. Il y a des postes où, à l'inverse, vu les distances, comme aux États-Unis, ils sont en train plutôt de négocier pour, dans certains endroits, n'aller que peut-être 2 ou 3 fois dans la semaine distribuer le courrier, mais pas le faire tous les jours. Et alors en France, l'attitude est complètement différente. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on est la seule société à aller voir les Français tous les jours. Donc c'est un asset, c'est un avantage, et comment on fait fructifier cet avantage. D'où l'idée de dire on doit pouvoir délivrer des services aux gens de par nos facteurs. Donc ça, c'était le point de départ du projet de la Poste, hein, c'est de la transformation, on va dire. Et simplement, pour que le facteur puisse délivrer des services, il faut qu'il gagne du temps sur sa tournée. Aujourd'hui, il faut qu'il soit chez les clients. Alors, il y passe tous les jours, mais il y passe pour autre chose. Il va distribuer du courrier. Et il faut lui faire gagner du temps pour qu'il ait du temps à consacrer au service de proximité et moins à distribuer le courrier. Donc ça, c'est un peu l'idée de départ du projet. Comment, avec le big data, on peut mieux organiser la tournée du facteur, sachant qu'on a quand même une contrainte qui est forte. On ne peut pas dire à un facteur, aujourd'hui, ta tournée, c'est ça, demain, ce sera ça. La tournée doit rester fixe. Par contre, sur cette tournée, il faut lui faire gagner du temps. Donc en gros, en 2 mots, ce qu'on a fait, c'est comme l'aventure Big Data chez nous a commencé il y a à peu près 2 ans et demi. Depuis 2 ans et demi, on collecte des logs de toutes nos machines de tri. Donc c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire avant. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, les machines de tri à la Poste génèrent à peu près 60 gigas de données tous les jours. Ces données, elles sont générées en local, et puis au bout d'un certain nombre de jours, elles sont écrasées par les logs suivantes. Et donc, depuis toujours, ces logs, elles existaient, mais personne n'avait jamais mis le nez dedans. Donc, depuis 2 ans et demi, nous, on les remonte dans le LEC. Donc, c'est une nouveauté. Et maintenant, on est capable, en regardant ces logs, d'en déduire un historique de trafic depuis 2 ans. Ce que vous appelez LEC, c'est cette plateforme consolidée l'ensemble de ces données. Absolument, c'est ça. Donc à partir de ça, on est capable de dire tel point de distribution, on amène tant de courriers par an. Et donc le principe du projet, c'était de dire, on a fixé un seuil. Alors il me semble que le seuil, c'était à peu près 80 plis distribués dans l'année. Tous les points de distribution où on amène plus de 80 plis par an, on sait que c'est des points où il faut aller tous les jours, on ne se pose pas la question. Donc c'est ce qu'on voit là-haut, c'est les petits points rouges. Et par contre, les points de distribution où on est en dessous de ce seuil-là, on sait qu'on doit pouvoir aller seulement un jour sur 2. Donc on a typé les tournées, tous les points de distribution des tournées, A ou B. Donc A, j'y vais le lundi, le mercredi et le vendredi. Et les B, j'y vais le mardi, jeudi, samedi. Sachant que bien évidemment, s'il y a un timbre rouge, il faut y aller, on n'a pas le choix. Mais nos machines de tri sont capables de dire, attention, cette lettre, elle va à telle adresse, telle adresse, on y va plutôt demain de préférence. Est-ce qu'on peut la retenir un jour? Si oui, on la met de côté. Donc si on a un timbre vert, on a plus de temps. Le timbre vert, c'est J+2. Donc en fait, on avait une tendance à faire peut-être de la surqualité.
C'est-à-dire que, alors l'exemple le plus parlant, ça va être sur l'imprimé publicitaire, où là on a des volumes importants d'imprimés publicitaires. On peut avoir des fois jusqu'à 8 jours pour les livrer, mais à partir du moment où ils rentraient dans le système, on les livrait. Donc ces imprimés-là, si on les met de côté, ça peut réellement nous faire gagner. Donc l'idée là du projet, c'est de dire, alors on le voit bien sur la carte, on a des rues qui ont quelques points rouges. Il y en a une là, par exemple, où tout est bleu. Donc ça veut dire qu'il y a un jour sur deux où il y aura potentiellement pas mal de travail pour le facteur, mais le lendemain, il doit aller très très vite parce qu'il lui reste que les points rouges. Et puis un peu plus loin, il y a des rues où c'est plutôt vert. Donc c'est un peu l'idée. Et l'objectif chiffré derrière ça, c'est selon les tournées de pouvoir gagner jusqu'à une quinzaine de pourcents de PDI, de points de livraison qui sont évités. Donc ça doit lui faire gagner quand même pas mal de temps. Donc, il va chez ses clients, le facteur, il a une relation de proximité qui est très forte, on le voit très bien aussi en province. Et là, il passe un peu de temps. Et alors, qui contracte le service Veiller sur mes parents? Alors, le service le VSMP, Veiller sur mes parents, c'est un service qui est contracté par vous ou moi, parce que votre maman est en province et que vous ne pouvez pas lui rendre visite tous les jours ou tous les mois. Le facteur sonne à la porte, vérifie que tout va bien et vous renvoie un petit message pour dire j'ai rendu visite à votre maman et tout va bien. Ça c'est le principe de base. Après on est associé avec une société d'assurance et donc en cas de problème on peut mettre la personne âgée en relation avec la personne, un plombier par exemple, pour résoudre le problème. Mais notre rôle est vraiment un rôle, le premier maillon pour résoudre un problème donné et donner des bonnes nouvelles, parce que c'est quand même ça le but. Et ce n'est que le début, vous allez pouvoir développer d'autres services. Voilà, alors ça c'est, moi je considère que c'est une campagne importante parce que c'est la première fois qu'on a une campagne d'ampleur sur un nouveau service. Je pense que c'est effectivement le début d'une longue série, c'est ce qu'on souhaite, puisque on sait que c'est comme ça que la Poste va se transformer. Après, il y a un certain nombre de services qui existent déjà, mais dont on a peut-être moins parlé. Ce type de service de veiller sur mes parents existait déjà auprès des collectivités locales. C'est-à-dire que des collectivités locales pouvaient cette fois donner une liste de personnes âgées et où on allait voir si tout allait bien. On l'a vécu récemment avec les changements de petits boîtiers décodeurs pour les télés. Donc la Poste est allée chez les gens faire les installations. En période de canicule, on le fait aussi. On va voir les personnes à risque plus régulièrement. Donc on le faisait, mais c'était souvent plutôt à l'initiative de collectivités locales. Donc c'est l'analyse de log qui a permis de développer tous ces services par la libération du temps du facteur. En tout cas, de nous laisser l'espace-temps pour pouvoir générer plus de services. Ouais. Au niveau ressources, pour nous, ce qui était novateur, c'est que pour faire le projet, il nous a fallu croiser à la fois des données du SI traditionnel, donc tout notre référentiel, des tournées, des adresses, etc., et croiser ça avec des données qui viennent directement des machines de tri. Donc ça, c'est un truc qui est complètement nouveau. On était sur la donnée structurée et non structurée aussi ? Exactement, tout à fait. Les données des machines de tri, je peux vous assurer que quand elles arrivent, c'est complètement illisible. Donc c'est un temps phénoménal pour déplier tout ça et puis comprendre ce qui est écrit dedans. Donc ça, c'était un premier aspect. Et puis en termes d'équipe, alors on le voit là sur le slide, mais on a mis ensemble un panel de compétences qu'on peut voir à l'écran. Mais ce qui est, je pense, le plus important, un peu dans la réussite du projet apparaît pas là. En fait, c'est pas une initiative qui vient de la DSI uniquement, mais c'est une initiative conjointe avec DSI et métiers. C'est-à-dire qu'on a un data lab chez nous qui est associé à l'équipe Big Data, et avec un rôle à la fois de faire la publicité pour ce que fait le centre de compétences Big Data à l'extérieur, et puis ramener des affaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a un cas d'usage sur la distribution qui est clairement identifié, mais on a énormément de cas d'usage qui sont très différents les uns des autres, justement de par la présence de ce Data Lab. On a des gens qui sont au contact des métiers en permanence, et donc quand ils sont en réunion avec les autres métiers, ils sont capables de dire ce qu'on fait, ce qu'on pourrait faire, et je pense que ça, c'est une différence fondamentale par rapport à ce qu'on pourrait rencontrer dans d'autres entreprises. On n'est pas une initiative DSI juste pour voir si techniquement ça marche. On a bien des cas d'usage et on est capable d'apporter des choses et dans un délai assez court finalement au métier. Parler de DevOps ?
Alors oui, c'est une des composantes. Alors on essaie de travailler en mode agile, en DevOps, mais avec une approche pragmatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire de l'agile dans les règles de l'art, mais on essaie de prendre le meilleur de l'agile et du DevOps, donc avoir dans nos équipes à la fois des data scientists, des exploitants, des développeurs, de construire à chaque nouveau cas d'usage, de construire une équipe avec ces différentes personnes, donc d'où les différentes équipes qu'on voit à l'écran. On a des gens vraiment qui viennent d'horizons très divers, et je pense que c'est une force d'avoir des gens qui ont accepté cette nouvel état d'esprit, parce que c'est assez nouveau quand même dans une DSI comme celle de La Poste, mais ça nous fait, je pense, un élément différenciant important. La plateforme tourne depuis 2 ans. On pourrait scinder la vie de l'équipe depuis le début en 2 parties. Jusqu'à la fin de l'année dernière, l'équipe a surtout travaillé en mode proof of concept. C'est-à-dire l'objectif, c'était de sortir des résultats sur un certain nombre de sujets très rapidement pour montrer ce qu'on pouvait faire au métier. Et depuis le début de l'année, on continue bien sûr ces proof of concept. Certains qui ont été des succès, on les passe dans un mode productif. Et donc on arrive maintenant dans une logique d'industrialisation de certains projets. Donc on passe à la vitesse supérieure, j'ai envie de dire. Après, par rapport à ce qu'on a vécu ou ce que l'équipe a vécu avant mon arrivée dans l'équipe, je pense qu'un des points qui est très important, c'est penser au management de la data, l'urbanisation de la data. On voit aujourd'hui que de travailler en proof of concept de façon très rapide, en mode quick and dirty, c'est bien, ça produit des résultats rapidement, mais quand on en a fait un certain nombre, au bout d'un moment, on a des datasets dans tous les sens, c'est pas forcément urbanisé. Il y a des petites choses qui auraient pu être pensées rapidement au moment de la mise en place et aujourd'hui qui nous font perdre pas mal de temps parce qu'on est obligé de repasser sur des choses qui ont été faites il y a 6 mois, 1 an, et c'est là qu'on passe pas mal de temps. Donc vous industrialisez et vous gardez de la flexibilité finalement en même temps en fait. Absolument, on a besoin de cette flexibilité. L'industrialisation, d'un côté, ça veut dire mettre de la surveillance sur des flux parce qu'on rentre maintenant des données au quotidien sur notre plateforme. Ça veut dire mettre une couche de sécurité qui est essentielle. Mais à côté de ça, il faut toujours être capable de faire des proof of concept. Il faut être capable de donner accès à certains super users du métier aux données qu'on a en production pour leur permettre de faire de l'exploration de données. Donc on a une offre de service qui est finalement assez large et on va même jusqu'à fournir des espaces réservés sur la plateforme à d'autres branches comme à la banque. La banque font des projets chez nous et je ne saurais même pas dire ce qu'ils font. Ils ont leur espace, ils travaillent dessus avec des data scientists, mais on a vocation à offrir un service au reste du groupe. La prochaine étape, on a 2 axes forts. Donc le premier, j'en ai parlé un petit peu, c'est tout ce qui concerne l'industrialisation, puisqu'on a pas mal de sujets qui sont arrivés à maturité. Donc c'est important de maintenant avoir quelque chose qui tourne régulièrement et qui est maîtrisé. Et puis la deuxième, c'est continuer à explorer les cas d'usage. Donc on en a quand même énormément, soit qui sont en cours bien avancés, comme par exemple on va travailler sur la prévision de trafic. Donc on sait qu'on a 2 ans d'historique de trafic pour le colis par exemple. Ce qu'on essaye de faire, c'est avoir de l'algorithmie pour pouvoir dire, basé sur les 2 ans d'historique, voilà ce qu'on prévoit comme trafic dans les 10 jours qui arrivent. Donc ça permet aux plateformes de tri d'adapter leur force de frappe. Donc ça, c'est un cas d'usage. On a énormément de cas d'usage sur les recherches de cas de fraude. Donc c'est un sujet, je pense, qui intéresse énormément d'entreprises. C'est forcément quelque chose d'important. On travaille aussi avec les équipes marketing pour les aider à affiner leur campagne marketing, sachant qu'aujourd'hui, ce qu'ils nous demandent, c'est essayer de croiser des données CRM classiques avec des historiques de navigation de clients sur des mini-sites web qu'eux avaient développés. Donc on travaille aussi avec eux là-dessus. On a fait un POC RH aussi sur l'absentéisme. Donc on a quand même une palette de sujets qui sont en cours et sur lesquels on avance en parallèle. Donc ça fait une deuxième moitié d'année qui tout va être ça riche. sur votre plateforme All Data Analytics. Absolument, ouais.